Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Pichu Podcast présenté par Momenteo. Donc, le podcast pour les pigistes, travailleurs autonomes et entrepreneurs. On parle de divers sujets, que ce soit trouver des clients, fixer ses tarifs. Et aujourd'hui, nous avons un épisode vraiment spécial pour clore cette saison 2. On n'a pas seulement un invité, mais deux. Donc, je suis vraiment contente de vous présenter. Évidemment, Emma est avec moi aujourd'hui. Oui, toujours là, toujours là. Toujours là dans toutes mes activités et aventures. Donc oui, deux invités vraiment spéciales aujourd'hui. Donc, on a avec nous Alexandra Martel et Rosalie Côté. Allô? Allô? Donc, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes deux personnes avec... on va parler de deux sujets qui sont vraiment complémentaires aujourd'hui. Donc, comment trouver son tarif et rédiger une offre de service gagnant. Donc, c'est comme deux quand même sujets très fréquents dans les questions posées par les nouveaux travailleurs autonomes, les nouveaux pigistes. Donc, je suis vraiment contente de parler de ce sujet-là avec deux expertes. Donc, juste avant de commencer, genre, si vous pourriez nous faire une petite présentation, qui êtes-vous et que faites-vous? On joue un jeu? Quoi? Je te présente, tu me présentes. Oh là 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 là, ça commence bien. OK, parfait. Alexandra Martel, je pense qu'elle a plus besoin de présentation parce que c'est la papesse du copywriting au Québec. Tu voulais que je te présente? En fait, je sais pas à quel point les gens qui écoutent savent c'est quoi du copywriting. C'est de l'écriture persuasive, donc de l'écriture pour vendre des choses. Alex a commencé avec le fait d'offrir en tant que pigiste ses services d'écriture. Puis maintenant, elle forme les gens, mais elle forme aussi les gens sur tout autre sujet, le pricing. Elle a écrit un livre. Elle forme aussi les gens sur l'IA, sur plein de choses. Fait que on la suit dans son monde un peu fou. Puis vraiment le fun. Cool. Puis Rosalie, maintenant. Rosalie Côté. Rosalie Côté qui est copywriter, pas copywriter ces temps-ci, là, un peu en recherche identitaire, parce que Rosalie, assez rapidement, dans sa carrière de jeune copywriter, a commencé à s'intéresser beaucoup aux offres de services. Donc, justement, on parle souvent de pages de vente dans le monde du copywriting. Donc, on fait des pages de vente pour vendre des produits, des formations, beaucoup. Mais on parle moins de comment on peut rendre un devis ou une soumission plus persuasif. Et Rosalie s'est intéressée à ça très tôt. En fait, elle s'intéresse à tout le processus qu'un travailleur autonome va suivre quand il va augmenter ses prix, puis surtout comment on fait après pour mettre ce service-là en valeur, en mots. Donc, bien savoureux, plein de contenus croustillants à suivre du côté de Rosalie. Voilà, on est bonne. Hein? Que de belles présentations, franchement. Vous avez réussi le jeu, je pense. Vous passez le test des présentations. On devrait faire ça plus souvent à 4. Ouais, c'est ça. Ça se passe de quoi quand on va continuer, quand on va avoir deux invités. C'est ça. Du coup, Alex. Oui. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Rosalie. Tu as écrit un livre pour... oui. Je sais pas si on dit bouquin ici, mais moi je le dis. Et je voudrais savoir, du coup, comment trouver ton tarif en tant que pigiste, travailleur autonome, entrepreneur. Les bases. Tu veux, les bases. Le cours 101. Le cours 101. Je te dirais que la première chose qu'un travailleur autonome en service va faire quand il va se lancer, c'est charger à l'heure. Moi, je dis dans mon livre que c'est paradigmatique, puis mon éditeur aimait pas ce mot-là. Mais c'est vrai, c'est le paradigme, dans le sens que c'est universel, tout le monde commence par ça, on a l'impression que c'est obligatoire, à la limite, de fixer un taux horaire. C'est ce qu'on connaît le mieux. On arrive du salariat, où souvent on était payé comme employé à l'heure, et donc c'est ce qu'on va répliquer. Moi, ce que j'essaie de faire avec mon contenu, avec mon livre qui s'appelle « Ajoute un zéro c'est d'encourager les gens à pricer différemment, puis à fixer leur tarif, pas à l'heure, mais plutôt à la valeur, donc en fonction de la valeur que tu apportes au client. Évidemment, c'est un processus qui est beaucoup plus long, complexe, chiant, parce qu'il faut se poser toutes sortes de questions. Mais je pense que quand on facture de cette façon-là, on peut rapidement, en fait, rentabiliser le temps qu'on fait en tant que travailleur autonome plus vite. On n'est pas tout le temps en train d'échanger exactement nos heures contre de l'argent. Notre client n'est pas en train d'acheter notre temps, il est en train d'acheter un résultat. Et c'est
changement de mindset, de perspective qui est important à faire pour les travailleurs autonomes après un certain temps s'ils veulent être capables de bâtir une entreprise qui est prospère, le fun. Puis oui, ils sont pas tout le temps en train de compter des heures. Donc, lecture pour ceux qui se cherchent un livre sur le sujet, qui veulent se lancer comme pigiste travailleur autonome, aller rechercher, ajoute un zéro, qui est rendu un peu, je le vois, toutes les semaines, je le vois, quelqu'un qui le mentionne dans un groupe de pigistes ou d'entrepreneurs. Donc, allez jeter un coup d'œil. Je pense que c'est un petit ajout intéressant à votre bibliothèque. Ouais, ça me fait vraiment plaisir quand il est mentionné comme ça, un peu comme un ouvrage de référence. Là, genre, ça me... T'as mis combien de temps à l'écrire? 6 semaines intenses. Pour vrai? Wow! Oh my God. Ben, moi, je suis intense dans tout. Hein, Ah oui? ouais, fallait que ce soit fait rapidement. Fait que premier jet, mettons, à peu près 6 semaines de travail intensif. Puis après, bon, il y a un chapitre qui a été révisé genre 17 fois. Là, fait que... Je comprends. ouais. Lequel? On veut savoir. Tout ce qui a des chiffres, c'est vraiment difficile à comprendre pour les gens. Fait que je sais pas si vous vous souvenez, il y a un endroit où on compare 2 photographes dans le livre. Il y a comme un tableau, puis ils font tous les deux un salaire de 100 000 $. Ils veulent faire 100 000 $, tout ça. Apocalypse. Les chiffres, c'est compliqué. Hein? Ben, moi, je répète tout le temps l'histoire que les gens pensaient que le tiers de livres du AEW était plus petit que le quart de livre du McDo. Oui. Voilà. Parce que 3 est plus petit que 4. Voilà. Ah. Tu as déjà perdu, là. Tu vas déjà perdu. C'est too much. Et c'est ça, c'est dur de parler de chiffres. Oui, en plus, comme ça, là, il faut que ça soit écrit, bien posé et tout ça, sinon, moi, je capte rien. Voilà. Du coup, au final, on peut dire que pour toi, le salaire horaire, c'est quand même un non-non. Pour moi, c'est un non. C'est sûr qu'il y a des nuances. Je comprends que quand tu viens de te lancer, que t'es pas conscient de la valeur que tu apportes, puis que tu essaies encore des choses, peut-être que c'est le moyen le plus facile. Parce que charger à la valeur, là, on se le cachera pas, c'est complexe, c'est stratégique, ça demande une bonne réflexion en amont. Parce qu'en fait, là, pour faire ça vite, le pricing de valeur, c'est d'aller chercher la valeur que ton client accorde au service. Donc, évidemment, ça implique de la recherche pour trouver c'est quoi ce montant-là que le client est prêt à payer pour la valeur que tu apportes. Ça doit aussi dépendre d'un client à l'autre. Exactement. Donc, il faut que tu saches qui est ton client. Oui, le bien client sûr. idéal. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Mais ça rend le processus un peu effrayant pour les personnes qui viennent de se lancer. Plus ça fait longtemps que tu es à ton compte, plus c'est facile d'appliquer le pricing de valeur et difficile. Difficile niveau mindset, facile parce que tu as les outils au moins. Ouais. Donc, à ce moment-là, peut-être un forfait, chose qu'on voit de plus en plus être fréquent, serait peut-être une option à considérer, surtout si tu offres plus qu'un service, genre un ensemble de petites choses. Absolument. Un forfait, tu vas avoir des gens aussi qui vont y aller plus créatifs. Ils vont faire, par exemple, un tarif à la journée, ce qui, moi, me fait vraiment triper. Bon, tu as toutes sortes d'options. J'ai même croisé, là, à travers le temps, on s'entend, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui me parlent de leur modèle d'affaires. Puis j'ai même croisé une psychologue qui travaillait par correspondance avec des clients hyper anxieux qui ont peur de sortir de chez eux. Fait qu'elle, c'était comme la première étape. C'est vraiment de la psychologie par email, par correspondance, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à sortir, où là, elle les réfère à un collègue. Fait que c'est vraiment... Les gens sont très créatifs. C'est intéressant de savoir que, y a pas, le tarif horaire, c'est pas une obligation. Il existe d'autres choses, puis des fois, ces autres choses-là peuvent être mieux. Absolument. Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de rédiger ce livre? Ben, écoute, on me l'a demandé, en fait. Moi, c'est vraiment mon éditeur qui m'a approché. Je faisais beaucoup de publications LinkedIn sur le sujet. J'ai aussi un e-book avec des trucs de pricing, en fait, qui circulent beaucoup, que je distribue gratuitement, pas en échange d'un courriel. Ma maison d'édition est tombée là-dessus et ils m'ont approché. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient quand même très à cœur, là. Je trouve ça un peu déplorable quand quelqu'un qui apporte quelque chose qui a beaucoup de valeur, charge encore à l'heure, a de la misère, donc à en retirer un profit qui est intéressant, là, parce que c'est ça aussi, tu peux pas augmenter ton taux horaire infiniment, là. Ça crée tout le temps de la friction. Donc, ouais, vraiment, ça me fait plaisir, en fait, de voir des gens augmenter leur prix. Mon tagline sur LinkedIn, c'est la fille qui veut que tu charges plus cher. C'est parfait. C'est nice. Vas-y. Super. Donc, on va aller du côté de Rosalie maintenant. Donc, ta spécialité, c'est les offres de services. Donc, je suis travailleur autonome, je suis pigiste. Ce serait quoi tes conseils, tes trucs pour créer une offre de service gagnante? Encore là, on n'a pas 2 heures, parce que je pense que tu serais capable de parler pendant 2 heures sur le sujet. Mais sommairement, c'est quoi les choses que je devrais penser lorsque j'envoie une offre de service? Ben, en fait,
je vais commencer tout de suite par dire pas de liste d'épicerie. Donc, c'est ce que je vois beaucoup, des espèces de factures qui sont envoyées par courriel avec un prix à la fin. En fait, c'est que quand tu fais ça, le seul argument que tu donnes à ton client pour te choisir, c'est un prix. Puis c'est là où c'est vraiment lié avec le pricing de valeur. C'est que si tu veux que ton client voit la valeur de ce que tu fais, ben il faut que tu sois en mesure de lui communiquer la valeur de ce que tu fais. Sinon, il la verra pas ou il la devinera pas. Donc c'est le même un petit peu travail d'introspection. Puis je travaille beaucoup ça avec mes clients, de dire, OK, bon... qu'est-ce que tu apportes comme valeur? Qu'est-ce que tu aimes faire? Avec quel genre de client tu aimes travailler? On va creuser. Puis ensuite de ça, souvent, j'ai même plus besoin de rédiger pour mes clients. Mes clients, ils savent quoi écrire. Mais c'est d'aller faire un travail d'introspection pour communiquer la valeur de ce que tu apportes. C'est quoi la transformation? C'est quoi les résultats que tu apportes? Puis de le communiquer. Puis ça n'a pas besoin de faire 5 pages de long. Ça peut être super court et ça peut être aussi plus long. Puis j'en ai fait des offres de service à 5 pages. Puis ça a super bien fonctionné aussi. Fait que, voilà. 5 pages d'offres de service. Mais c'était beau, là. Il y avait des petites images. OK, pas 5 pages de beau texte écrit en caractère 11. Moi, je vais juste dire une chose. C'est Mac, je me rappellerai encore quand la première fois que j'ai vu son CV. Et elle avait mis les couleurs de l'entreprise. Sur moi, ça m'avait vraiment comme assez démarqué. Elle a pris le temps de faire des recherches sur l'entreprise. Elle aurait utilisé des éléments du branding sur son CV. Puis moi, quand je suis tombée sur son CV, je fais « Hey, t'as attiré mon attention. Je veux te passer en entrevue. » Je savais que ça marcherait, ça. Je vais pas le cacher, je l'ai fait avec beaucoup d'entreprises. Okay. C'est pas grave, ça a marché. Moi, j'ai aimé ça. Sinon, des erreurs à éviter. À part la liste d'épicerie. Ne pas mettre de date d'échéance. Ça, c'est parce que, bon, des clients qui te reviennent pas... et que tu dis, bon, je devrais-tu faire un suivi? Quand tu as une date, c'est plus facile. Puis quand tu n'as plus de dispo, c'est plus facile aussi. Fait que, je te dirais, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais vraiment de le traiter avec amour. Puis surtout quand c'est des plus gros mandats, en fait, oui, ça va te prendre du temps puis de l'énergie, mais ça va te revenir dans les poches parce que tu as plus de chances de décrocher tes mandats. Fait que c'est ça. Ou genre la petite chose qui fait toute la différence, mais que le monde sous-estime? C'est une bonne question. En fait, là, c'est d'apporter de la personnalité dans les textes. Je pense que les gens, ils vont tout le temps essayer de rentrer dans une espèce de moule qui pense qu'une offre de service doit être écrite comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, tu peux mettre un lien vers une chanson si tu veux. Si t'es le genre de... Tu sais, si tu sais que ton client va trouver ça drôle, va trouver ça le fun, ou tu peux te présenter brièvement puis dire que t'aimes la crème glacée. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais t'aimes les grues, tu sais. Quelque chose qui va faire en sorte, parce que, tu sais, les gens, ils achètent, oui, un service, oui, une transformation, mais aussi, ils achètent le fait de travailler avec toi quand tu travailles dans le monde du service. Fait que c'est ça. Je dirais que ça fait vraiment une grosse différence, tu sais, d'aller avec sa voix, sa façon de parler, plutôt que ce qu'on pense que les gens veulent entendre. OK. Donc, vraiment miser sur l'humain, sur toi, te vendre toi. De toute façon, tu voudras pas travailler avec la personne. Enfin, tu sais, si finalement tu te vends toi et puis tu te rends compte qu'en plus, la personne, elle est pas genre ce que tu t'attends, même ton client, là, tu t'attends pas à ce qu'il soit comme ça. T'es en mode, oh non, ça va pas le faire, mais lui, tu t'es trop bien vendu auprès de lui, il va vouloir absolument travailler avec toi, et t'es en mode, oh non, les valeurs, finalement, on partage pas, il aime pas la crème glacée. Ça va pas. On peut pas être amis, on peut pas travailler ensemble, ce n'est pas possible. Je pense que c'est de plus en plus important de peut-être définir ses valeurs, puis de définir quel genre, avec qui tu veux travailler. Parce qu'il y a plein de types de personnes. Et je pense que c'est juste plus agréable d'avoir des personnes avec qui tu vas bien t'entendre pour ta santé mentale. Là. Oh oui. Oh oui, vraiment. Puis, tu sais, on parle beaucoup de clients idéal, mais je pense qu'on doit aussi parler beaucoup de qui on est. Puis, tu sais, oui, en tant que quand tu offres des produits ou des choses comme ça, c'est important, mais je trouve que c'est tellement plus important encore quand tu es dans un domaine où tu offres un service puis que tu es en contact avec les gens puis avec qui tu vas travailler. Tu sais, je trouve que c'est encore plus important de savoir qu'est-ce que tu veux, puis ce que tu aimes, puis qui tu es. Ouais, c'est pas ça. Tout accepter. Ouais. Oh non! Parce que les travailleurs autonomes, les choix qu'on fait de mandat, de clients, ça affecte notre vie, là, directement, notre quotidien, notre horaire de la semaine. Là. C'est pas, on va pas garrocher ça à un employé qu'on aime moins. On sous-traite. Ah ouais. Mais du coup, on parle
de client idéal, mais en vrai, est-ce que vous êtes déjà fait, vous, dans votre tête, le client que vous voudriez absolument pas avoir, genre L'anti-client idéal. L'anti-client parfait. Enfin, parfait. Ouais. Ouais. Tout le monde Je veux devrait une faire ça, description, je veux une description. Non, ben... Dis-nous tout! Non, mais moi, un truc que j'essaie le plus possible d'éviter d'attirer dans ma business, c'est les gens... Parce que moi, je fais de la formation en ligne, hein, on s'entend. Mais les gens qui manquent de débrouillardise, c'est un vraiment gros trigger turn pour moi. off. Ouais. Quand on organise un événement ou quoi que ce soit, puis que c'est écrit partout qu'il y a un enregistrement, puis les gens t'écrivent pour te demander s'il y a un enregistrement au lieu de lire les 3 lignes qui sont sur toutes les pages, ça me fait vraiment paniquer. Puis des fois, je les désabonne de mon infolettre sans leur dire. Ça n'a pas de bon sens, là, je Voilà, révèle si des vous ne choses. recevez Mais, plus la newsletter d'Alex, vous c'est savez normal. Donc, j'essaie d'attirer des gens curieux, curieux qui aiment découvrir, qui aiment essayer, qui aiment tester. J'essaie beaucoup aussi de créer du contenu qui va développer ce mindset-là chez les gens. Ouais. Cool. Voilà. Et toi, tu vas pas nous parler de ton Ben, je pourrais. En fait, moi, ça va beaucoup dans... Étant donné que, oui, je travaille avec les offres de services, mais beaucoup avec la présentation de la valeur, ben, étant donné que c'est autant lié au pricing, j'essaie de ne pas attirer les gens que c'est comme faire full le cash, puis, tu sais, parce que c'est pas ça l'objectif. Tu sais, ce que je veux, c'est que les gens viennent à eux, puis qu'ils apprennent que, dans le fond, je travaille plus avec des clients, puis là, je vais à l'inverse de ta question, mais je travaille plus avec des clients qui, au contraire, voient pas la valeur de ce qu'ils apportent. Versus quelqu'un qui sait qu'il est donc bien hot, puis que c'est donc bien facile de vendre, puis m'a t'en faire du cash. Je vais écrire sur LinkedIn comment j'ai fait 100 000 en 2 mois parce que je suis tellement hot. Exactement. Sur la plage. Sur la plage. En sirotant. Avec ma meuf. Voici ma voiture. Ma meuf top modèle et... Ouais, ça existe. J'allais dire, non, je sais pas si tu voulais parler aussi je sais pas. du festival. Oui, ben juste pour dire aussi peut-être une mention pour toutes les personnes qui sont dans la création de contenu. Alex organise un super événement chaque année. Parce que dans les dernières années, c'était chaque année, non, ça signifie l'année prochaine on recommence, t'as pas le choix en fait. Non, parce que c'est elle qui terminé, mince. Le spoil. Non, mais c'est juste pour dire que c'était un super événement avec beaucoup de personnes super intéressantes et c'est gratuit, contribution volontaire. Ça fait moins de 2 ou 3 ans que je suis les formations, puis à chaque fois je prends des notes, puis c'est grâce un peu à ta formation, pas de cette année, mais de l'année dernière qu'on s'est lancé sur TikTok parce que je me suis dit, bon, on le fait, on se lance parce que Alex a dit que c'était correct. Parce que je pense que j'étais allée poser une question, genre, je peux-tu pas mettre ma face? Mais finalement, c'est la face d'Emma que vous allez retrouver sur notre compte TikTok. Ça a réglé le problème, donc... Yes. Du coup, on voit que TikTok. Est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait un événement l'année prochaine? Peut-être, oui, non. Il va y avoir un événement l'année prochaine, mais je peux rien dire de plus. D'accord, c'est correct. Je ne peux rien dire de plus, mais c'est certain que Aimée et moi, Aimée, ma complice du festival, on en a déjà parlé en long et en large. Ouais. Mais qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les thèmes chaque année qui sont tout le temps genre sortis de je sais pas d'où ça sort, mais c'est tout le temps extraordinaire. Puis, de pouvoir aller choisir son monstre cette année, que ce soit genre un peu les maisons, pas style Harry Potter, mais Harry Potter-ish en même temps. Ouais, École des sorciers. Ben, pour mettre les gens en contexte un peu, le festival, c'est un événement virtuel, mais en effet, à chaque année, on donne une thématique à l'événement. Moi, je dis à Aimée que c'est comme si j'organisais mes meilleures fêtes pour enfants, mais adultes. Donc, on donne vraiment une thématique. On a fait Sous l'océan, l'école de magie. Cette année, c'était un peu à la Pokémon. Tu devais adopter un monstre qui représentait la peur qui t'empêche de créer ton meilleur contenu. C'est vraiment délicieux. Mais moi, ce que je trouve le plus délicieux, c'est de voir des adultes normalement constitués et de plus en plus d'hommes à chaque année d'ailleurs s'inscrire à cet événement-là et embarquer à fond dans la thématique ludique, un peu enfantine, qui finalement est juste un prétexte pour rendre plus accessible des grosses idées quand même, parce que le festival, c'est aussi beaucoup des panels de discussion où les gens vont présenter différentes perspectives, tout ça. Fait que, ouais. C'est un bon exemple de quelque chose qui sublime un événement qui ajoute de la valeur, en fait, qui augmente la valeur perçue. Voilà. Donc, suivez, j'imagine, sur tes médias sociaux, ça va être suivi s'il y a une annonce. Absolument. Sur sa newsletter, si vous êtes toujours dedans. Oui, la newsletter, si vous êtes toujours dedans. Si vous avez l'honneur. Si tu m'écris pas pour me demander s'il y a des enregistrements. Ça devrait bien aller. Donc,
ça, super événement. Donc, quand vous êtes de n'importe quel domaine créatif ou marketing, etc., jetez-y un coup d'œil. Pour moi, ça a été... moi, je trouve ça le fun de mettre, genre, booker ma semaine de genre... J'étais en formation toute la semaine. Ah ouais, Ariane, 2 semaines avant, elle fait... Je serai pas là dans 2 semaines, la semaine précédente. Je suis en vacances? Non, j'ai mes formations, une par jour. Pas disponible. Ah, c'est le fun, mais on a de plus en plus d'employés d'entreprises. Tu sais, cette année, on avait même des fonctionnaires du ministère. Ah, ouais? Puis je trouvais ça trop drôle. Là. J'imaginais le fonctionnaire qui vient à mon événement d'Adopte un monstre. Tu sais, ouais, c'est jouissif de penser à ça. Chapeau. Ouais, franchement, on aime ça. Merci. Moi, j'aime ça. Et qu'est-ce que vous diriez, du coup, à quelqu'un qui veut se lancer en tant que travailleur autonome? Des petits conseils ou... Un petit sujet? Okay. C'est pour vous deux. Oui, c'est ça. Je vais laisser Alex après ça terminer. Moi, je dirais expérimente, essaye, plante-toi, essaye, apprends. Dans le fond, ce que je trouve, c'est que... Puis j'en vois beaucoup des personnes bloquées à l'étape du début. Puis quand tu prends la chance de dire, ben ça sera pas parfait, puis j'essaye, puis je définirai plus tard avec qui justement je veux travailler, puis quel genre de service je veux offrir, ben au moins quand tu fais quelque chose puis que tu essayes, ben t'es en mouvement, puis t'apprends. Alors que si tu figes, puis que tu dis, il y a à peu près 15 000 façons de communiquer avec mes clients, il y a à peu près 15 000 façons d'offrir des services, d'être spécifique, ben essaye-le. Si t'aimes ça, tu continueras. C'est ce que je dirais. C'est bon, ça? Moi, je dirais, tous les conseils peuvent être ignorés. Tous. Ah, ouais. Tous. Wow. Il y en a... Désolée, Rosalie. Out. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que quand on se lance... Il y a comme 2 types de personnes qui se lancent. T'as les gens un peu plus débutants, naïfs, comme moi je l'étais. Tu sais, moi, je me suis lancée entrepreneuse très jeune, début vingtaine, tu sais pas trop ce que tu fais. Et dans ce temps-là, t'as la chance de bénéficier de la naïveté du débutant, tu sais, qui comprend pas dans quoi il vient de s'embarquer et donc qui le fait parce que il sait pas ce que ça implique, tu sais. Puis t'as des gens qui ont énormément d'expérience, qui sont tellement compétents, qui se lancent et qui donc doutent de tout parce que syndrome Dunning-Kruger, hein, ils sont vraiment dans l'espèce de moment syndrome de l'imposteur au max où ils sont trop qualifiés puis ils voient juste la complexité de tout ce qu'il y a à faire autour d'eux. Et là, ça peut devenir facile de se sentir envahi par des « il faut que tu fasses ça, ton client idéal, ton ci, ton ça ». Ton étude de marché XY, ton autre affaire. Ah ouais, puis tu peux comme finir par figer à cause de ça et ne rien faire du tout, tu sais, commencer à juste te sentir inadéquat, en fait. C'est assez facile quand tu te mets à écouter tout le monde. Donc, ouais, mon conseil, ce serait, il n'y a pas un conseil qui est obligatoire, puis t'es mieux, comme le dit Rosalie, d'essayer des choses, de poser des actions imparfaites que d'être parfaitement inapte à poser une action. Wow! Voilà. Wow. Super phrase. Non, pour vrai, citation. On va citation toujours. Je suis pas mal sûre que je suis pas la première qui le dit. Peut-être, mais ça fait quand même une très belle citation pour plusieurs personnes qui veulent se lancer. C'est clair, mais... Tu sais, puis le doute finit jamais. Là. Non. Ça, je pense, c'est l'autre affaire. On est tous à la recherche de clarté. Tu sais, c'est quoi la bonne niche, le bon client idéal, le ci, le ça. Tu le sais pas. Mais je pense que même en tant qu'employé, genre, le doute sera aussi toujours là. Voilà. Peu importe ce qu'on fait dans la vie personnelle, le doute est là. Partout. Donc, apprends à vivre avec au lieu de chercher à l'étouffer. Ouais. Comme, il va toujours être avec toi. Puis c'est la même chose, tu sais, je veux dire, j'avais fait justement un contenu récemment là-dessus, puis c'est la même chose avec le pricing de valeur, tu sais, t'es pas obligé de faire du pricing de valeur, puis je veux dire, je le dis devant Alex, j'ai aucun problème à le dire, si c'est le genre de choses qui te fait figer ou qui te fait trop peur, il y a rien qui t'oblige à rien, il y a personne qui t'oblige à faire une offre de service copyrighté, il y a rien, tu fais ce qui te parle, ce qui te donne envie de continuer, parce qu'à la base, ben c'est ça que ça te prend. Là, voilà. T'ajouteras des morceaux petit à petit. Oui, exactement. Puis si à un moment donné, ça te convient plus, ben ça l'évoluera, puis ça ira vers d'autres choses. Super. Est-ce que, premièrement, Rosalie, est-ce que tu as des nouveaux projets pour 2024 qui s'en viennent que tu peux nous parler? Hey, c'est une bonne question. Non, j'ai pas de projet qui s'en viennent. C'est quand que l'épisode sort? Si tout va bien au cours. Probablement en novembre. Ouais, novembre, max décembre. OK, on a un projet de bord, Rosalie. OK, vas-y. On a un projet parce qu'on est en train d'organiser en ce moment un événement en personne qui va avoir lieu soit à Québec, soit à Lévis, devant une couple de centaines de personnes quand même en plus. Ouais. Et on a des amis avec nous sur ce projet-là que vous connaissez. Hélène Sarah Bécotte. Ah bah oui, bien sûr. Et Audrey
Andréane Turcot, je sais pas si vous la connaissez. Son nom, j'ai vu passer. Oui, Elle est géniale, si vous la suivez sur LinkedIn. Elle s'intéresse justement beaucoup au design de services. Et on fait ensemble, on n'a pas encore le vrai nom de la journée, rien là, parce Au qu'on moment où on enregistre enregistre. le podcast en avance. Mais moi, mon titre de travail, c'est la journée de la valeur, parce qu'on veut faire une journée de masterclass en lien avec justement le pricing, la valeur, toute la journée, les 4 femmes exceptionnelles ensemble. Je pense que ça va être Cherchez un bon. commanditaire, quoi que ce soit. Tu as mon courriel. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de jeter un coup d'œil. Ça va me faire plaisir. Cool. Ouais, c'est vrai, il y a ce projet-là qui s'en vient, puis c'est vraiment excitant parce que moi, ça va être la 2e fois à ce moment-là que je vais faire un événement devant des gens. Donc, je suis encore En vrai, un bébé preneur. dis-nous la vérité, t'avais juste oublié en fait qu'il y avait ça. Non, ben j'ai pas pensé au fait qu'on pouvait en parler. C'est vraiment ça. J'étais sur le secret Ouais, tu absolu. t'es dit, oh, faut pas que je fasse une bourde. Ah, Faut pas que c'est je fasse une bourde. Mais non, tu sais, moi, en fait, c'est vraiment ça qui m'interpelle le plus. Puis je pense que je vais aller de plus en plus vers communiquer, puis que les gens comprennent qu'ils apportent plus que ce qu'ils pensent à leurs clients, puis qu'ils apprennent à le communiquer. Fait que c'est vraiment ça. Ah, c'est quand même un très beau mandat. Ouais. Mhm. Ça me fait sentir très heureuse de me lever tous les matins. Et toi, Alex, des projets pour 2024? Trop comme d'habitude. On commence par où? Trop comme d'habitude, on est en train de repenser un peu l'ADN du festival, donc le Festival web de la création de contenu qui va vivre une méchante grosse transformation l'été prochain. Donc c'est sûr que ça qui se passe. Sinon, je lance bientôt une nouvelle formation au moment où le podcast va sortir. Elle va déjà exister, qui s'appelle Enlève un zéro, ce qui est comme un jeu de mots avec mon livre Ajoute un zéro, sur les petits produits. Fait que vraiment les petits produits numériques pas chers, 100$ et moins. C'est quelque chose, c'est un virage que j'ai pris dans mon entreprise à moi il y a un peu plus qu'1 an maintenant, puis qui se prête bien, je trouve, aussi à la situation économique actuelle au marché. Oui. Tout ça, ça permet d'aller faire une première vente facile pour convaincre ton client que tu es une personne de confiance, puis après, peut-être acheter quelque chose à plus haut prix. Donc, j'ai quelque chose là-dessus, puis l'événement, évidemment, avec les filles, là, qui me motive beaucoup, et plein d'autres projets secrets dont on ne peut pas parler encore. Mais... Non, gars, ça va bien, ça m'ouvre la porte. Où est-ce qu'on peut vous suivre pour savoir tous ces beaux projets-là? Ouais, moi j'ai quitté les réseaux sociaux en partie. Je viens de revenir sur LinkedIn cette semaine pour la première fois depuis plusieurs mois, donc c'est quand même, ça reste mon meilleur réseau social, LinkedIn. Sinon, tout se passe sur mon infolettre. Tu peux t'abonner sur mon site web au www.lesmotspourvendre.com. Parfait. Et toi, Rosalie? Hey, j'ai pas de beau site internet comme ça pour m'inscrire à l'info. Mais c'est aussi principalement via mon infolettre. Écoute, je partagerai le lien si vous voulez. Sinon, les réseaux sociaux, Instagram principalement, je suis bien présente. Je partage mon petit quotidien, sans parler de mes chiens à longueur de journée, mais un petit peu qu'est-ce que je vis en tant que travailleur autonome. Fait que voilà. Donc, Rosalie Côté. Oui, exactement, sur Instagram. Je dirais que c'est là la meilleure place avec l'infolette. Parfait. Emma, est-ce que tu avais un mot de la fin pour aujourd'hui, une question ou quoi que ce soit? Non, je pense qu'on a fait pas mal de tours, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Finalement, notre invité surprise, il faut savoir que de base, on ne devait être qu'avec Alex Martel. Puis finalement, on nous a surpris avec Rosalie Côté. Mais c'est parfait, on a vraiment une vibe qui est intéressante. Puis, c'était vraiment complété souvent pour les questions. Donc, je suis bien contente d'avoir fait un baptême de feu de oui, podcast. C'est une belle surprise. Ben oui, Rosalie, ton baptême de feu de podcast chez Momentéo. Félicitations, Rosalie. Je pouvais compter sur Alex. Ça s'est super bien passé. Merci. Parfait. Donc, c'est la fin de cette saison 2 de la Piche-tu podcast. Donc, on va croiser les doigts qu'une prochaine saison sera en route dans les prochains mois. D'ici là, si vous voulez essayer Momentéo, n'oubliez pas que vous avez un code promo podcast PODCAST qui donne 15% de rabais sur tous les forfaits. Vous avez des questions, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez passer également via le site web de Momentéo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. Faites des bons choix. Vous êtes des travailleurs autonomes, vous êtes extraordinaires. Ne l'oubliez pas. À plus! C'est bien beau ta fin.